On s'est rendu compte que les individus qui n'étaient plus connectés à la nature, non seulement ils étaient mal physiquement et mentalement, mais en plus ils étaient moins enclins à la protéger. Alice, tu es donc chargée d'études à la direction de l'Université catholique de Lille. Tu as aussi été analyste pour les Nations Unies et tu as fait des recherches sur le côté transdisciplinaire des enjeux socio-écologiques. Et tu as aussi évidemment travaillé sur l'aspect humain-nature. Voilà, tu as un beau CV. Est-ce que déjà pour commencer, tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui, c'est plutôt complet. Ouais, mes recherches, elles se focalisent sur deux axes principaux. Donc le premier, c'est de comprendre un peu la dynamique, les rouages de la crise socio-écologique. Et le deuxième axe, il porte vraiment sur la relation humain-nature. En quoi ça peut être un levier pour la transition socio-écologique. Aujourd'hui, on en est où? C'est quoi le constat? C'est quoi le rapport de l'humain à la nature? Peut-être d'abord en Europe, et si tu le sais plus largement. Déjà le constat c'est qu'il n'est pas très bon. On vit dans une civilisation qui détruit le vivant parce que finalement peut-être que le problème vient de là. En fait notre relation à la nature actuellement elle est très anthropocentrée, c'est-à-dire qu'on est centré sur l'humain et la nature c'est une ressource, c'est un décor naturel, mais en tout cas c'est quelque chose à notre service. Et puis on a une vision aussi très dualiste, c'est-à-dire qu'on se considère nous humains comme étant séparés de la nature. La nature, c'est vraiment extérieur à nous. Du coup, une certaine domination de l'humain sur la nature. En fait, ça s'est cristallisé au XVIIe avec Descartes, merci Descartes, qui disait l'homme comme maître et possesseur de la nature. En fait, c'est avec l'essor de la technique, de la science, on s'est mis à considérer la nature comme quelque chose de totalement désanimé, désenchanté. Donc, toutes les relations un peu plus spirituelles, émotionnelles, sensibles ont été balayées pour faire place à une relation une considération totalement rationnelle, pragmatique de la nature. La nature est une machine. Et c'est cette vision, en fait, en quelque sorte, qui aurait rendu légitime le fait qu'on peut l'exploiter, la dominer, se l'approprier. Notre civilisation, notre société occidentale contemporaine, elle s'est vraiment basée sur cette vision, ce qui fait qu'on arrive maintenant à un système capitaliste qui exploite la nature jusqu'à mettre en péril notre propre survie, en fait. En quoi ça pourrait être grave, au-delà des seuils et des limites qu'on franchit et qui mettent en péril du coup l'équilibre planétaire? En quoi c'est dangereux aussi pour notre santé physique et mentale en fait d'être déconnecté de la nature ici? Ouais, alors ça c'est intéressant parce que en fait on s'est rendu compte, on vivait des relations de plus en plus appauvries avec la nature, totalement aseptisées, artificialisées, et ça avait un coût en fait sur notre santé mentale et physique. Et donc les études montrent vraiment que plus on est déconnecté de la nature, moins on est en forme, et inversement, plus on est connecté, plus on se sent proche de la nature. Mieux on se sent, plus on est épanoui. Donc il y a vraiment un bien-être fondamental. C'est ça qui montre aussi que l'humain a besoin de la nature en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les individus qui n'étaient plus connectés à la nature, qui n'étaient plus en contact avec elle, non seulement ils étaient mal physiquement et mentalement, mais en plus ils n'étaient plus enclins, ou en tout cas moins enclins à la protéger. Et inversement, les gens qui se sentaient connectés et proches de cette nature, étaient en meilleure forme, épanouis, etc. Et en plus, ils étaient motivés pour la protéger. Ou en tout cas, font en sorte de ne pas la détruire, quoi. Au final, ça a complètement du sens. Si on connaît quelque chose et si on s'en sent proche, fatalement, on va avoir envie de le défendre, non? Oui, en fait, c'est ça, la connexion à la nature. C'est pour ça que la reconnexion, c'est fondamental. C'est que plus on se sent proche, plus on sent finalement des liens d'attachement forts, et on a l'impression au final de faire communion, en fait, de faire qu'un. C'est ça quand on se sent connecté à la nature. Ce qui fait que, on est affecté davantage quand la nature est elle-même affectée, en fait. Il s'agit en fait là de renouer ces liens pour qu'on se sente affecté quand la nature est exploitée, détruite, etc. Est-ce que c'est pas un peu un truc de privilégié au final, en tout cas dans les villes, d'être connecté à la nature? Parce que si on prend les cités qui sont quand même les endroits les plus bétonnés et qui, du coup, face au changement climatique, vont aussi subir les conséquences en première, notamment avec les dômes de chaleur et tout. Oui, ça c'est vraiment intéressant de soulever ce point, parce que dans les banlieues, ça va être les premiers à souffrir du réchauffement climatique. Être en contact avec la nature et avoir accès à un environnement sain, ça ne devrait pas être vu comme un luxe, mais comme une condition fondamentale pour être bien, en fait, être épanoui en tant qu'individu, en tant qu'humain. Concrètement, renouer avec la nature, c'est par exemple ramener la nature en ville, ramener la nature en banlieue, notamment à travers les jardins partagés.
et la permaculture, etc. Et ça, c'est génial parce que ça permet déjà de faire baisser la température. Renouer avec la nature sous cette forme, avec les jardins partagés par exemple, ça permet de renouer le lien avec les habitants, avec le vivant, donc la biodiversité, ce qu'on appelle ordinaire, c'est-à-dire celle qui nous entoure. Ça permet aussi d'avoir accès à une nourriture aussi plus saine, par exemple, si on fait en bio. À des coûts moindres. Enfin voilà, donc en fait on voit qu'il y a un cercle vertueux qui peut se mettre en place assez facilement. En plus de ça, on dit souvent pas d'écologie sans justice sociale. Et en effet, il faut bien se rappeler que les classes ou les pays les plus pauvres sont les premières victimes des catastrophes écologiques, du changement climatique. Alors qu'actuellement, l'écologie, on nous la présente comme quelque chose de contraignant, de punitif. Il faut faire des efforts, et en fait, on demande de faire des efforts aux gens qui font déjà de la sobriété forcée, quoi. Oui, effectivement, c'est ces personnes-là qui, du coup, vont être les plus touchées par cette thématique et qui ont, je pense, le plus à y gagner. Il y a notamment Banlieue Climat, je sais pas si tu connais l'initiative. Ouais. Comme tu le sais peut-être, moi, je travaille donc en tant qu'enseignant sur les thématiques des nouveaux récits et des nouveaux imaginaires. Là, je pense qu'on a un petit peu compris pourquoi c'était important de le faire, mais la question maintenant, c'est comment on emmène tous ces gens. Comment on emmène et comment on fait en sorte que des personnes comprennent et aient envie en fait de se reconnecter à cette nature. Sensibiliser les gens, ça passe en premier par les rendre sensibles au vivant, à travers donc les sens, c'est-à-dire le toucher, le goût, l'odorat, la vue bien sûr. Et parce que cette relation, on l'a totalement perdue. Et pourtant, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va vraiment faire émerger en fait les émotions, l'émerveillement, la joie, la curiosité. Et on sait que les émotions, ça vient du latin ex movere, c'est-à-dire le mouvement. Et en fait, on ne bougera pas, on ne passera pas en transition si ça ne vient pas des tripes. En fait, la tête, ça ne suffit pas. Les chiffres, on le voit bien, tout le monde maintenant connaît à peu près la situation et on ne bouge pas. Et c'est normal, en fait, c'est parce qu'on n'active pas les bons leviers. C'est-à-dire que les émotions, l'empathie, la joie, l'émerveillement, c'est ça qui va être moteur, en fait, qui va donner la force et l'envie de se battre pour le vivant. Parce qu'actuellement, on nous demande souvent de se battre contre le système. Et je crois que cette écologie basée sur la relation humaine-nature, cette reconnexion, c'est cette écologie, voilà, encore une fois, du sensible, du vécu, et c'est ça qui va rendre l'écologie désirable. Et on va vraiment avoir envie de se battre pour. Baptiste Morisot, le philosophe, qui parlait de repolitiser l'émerveillement. Et en fait, c'est vrai que souvent, moi, on me fait la remarque de ouais, mais c'est bien gentil de parler de reconnexion à la nature et d'émerveillement, mais c'est un peu le monde des bisounours, quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est juste cette relation sensible, émotionnelle à la nature, elle est fondamentale si on veut bouger. Et là, on ne l'a pas du tout avec cette écologie que j'appelle extérieure, quoi, contraignante, globalisante, déprimante, qui ne fait finalement que nous sentir impuissants et qui favorise juste le déni ou l'indifférence, en fait. Donc, je pense que ramener les gens dans la nature, aller l'explorer à travers nos sens, c'est vraiment la base. Il y a un deuxième aspect, c'est la relation plutôt cognitive. Alors, je viens de dire que tout ne se passe pas dans le mental, mais en fait, là, dans cette relation cognitive, il ne s'agit pas juste de donner des chiffres. Par exemple, il y a 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction, etc. C'est tellement vertigineux qu'on ne sait pas comment intégrer cette information et donc ça n'active pas le changement. Par contre, en fait, on peut aussi faire en sorte que les gens acquièrent des connaissances sur la biodiversité ordinaire, la biodiversité locale. Parce que ça, c'est vraiment intéressant, important, parce qu'il faut connaître pour reconnaître. Et donc, quand on apprend, par exemple, le nom des plantes, on reconnaît le chant des oiseaux, etc., tout de suite, on crée un lien. Quand on nomme quelque chose, on lui donne une existence. Et donc, en fait, quand on ne voit pas que des fleurs, mais qu'on les nomme, etc., tout de suite, on les connaît, on les reconnaît, et voilà, on leur donne une certaine valeur intrinsèque, et donc une forme de respect, etc. Et comme ça, on peut nouer des liens aussi. Et donc, forcément, on est amené à s'attacher, et donc à la protéger, en fait, de manière plus ou moins inconsciente. Le troisième point de levier qui est intéressant, c'est l'action. En fait, agir individuellement et collectivement, c'est la base. Alors, agir individuellement, en fait, c'est pas forcément protéger la nature en tant que telle, c'est juste trouver d'autres manières de faire avec. Je donnais notamment l'exemple de la permaculture. Ça veut dire on change de posture, en fait. On passe d'une logique d'adversité à une logique de partenariat. En fait, on fait avec la nature. Puis, il y a aussi laisser faire, c'est-à-dire, en fait, apprendre, des fois, à limiter notre emprise sur le vivant. Ça aussi, c'est finalement une action, qui est une inaction en quelque sorte, mais qui est très efficace. C'est-à-dire on accepte que la nature évolue spontanément un peu. Ouais. Et ça, c'est une posture morale comme un geste concret aussi, en fait. Il y a ces deux dimensions. Et puis agir collectivement, ça veut dire aller rejoindre des groupes de militants, aller rejoindre des associations pour
la protection de l'environnement, etc. Ça, c'est vraiment fondamental puisque ça active la puissance d'agir. C'est-à-dire que c'est des petites luttes. C'est sûr qu'à l'échelle mondiale, c'est peut-être rien, mais en fait, c'est beaucoup pour nous parce que ça active la puissance d'agir et surtout, ça stimule le sentiment d'efficacité. Ça veut dire on peut le faire, en fait, on y arrive. Et donc, ça donne envie d'agir toujours plus. En tout cas, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments à retenir pour les nouveaux récits et pour la protection de la nature. Franchement, beau travail déjà. Et grâce à toutes les personnes qui critiquent et qui proposent des solutions, on arrivera à faire quelque chose de mieux tous ensemble. J'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Moi, j'ai appris plein de trucs et j'espère pouvoir te réinviter un jour à Bruxelles. Merci à toi. À bientôt. Un plaisir. À bientôt. Ciao.